Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour cette émission de rentrée dans le cadre des gens d'ici. Et notre invité aujourd'hui est le président du Conseil régional des Pays de la Loire, Bruno Retailleau. Merci d'être avec nous pour cette rentrée. Alors, c'en est fini des Bermudas, c'en est fini des barbecues et des bains de mer, c'en est fini maintenant de tout cela et des vacances. On va s'occuper de la rentrée des cartables, rentrée des classes, mais aussi rentrée de la classe politique. Alors, Bruno Retailleau, dans votre cartable régional, qu'est-ce que vous avez comme projet pour les mois qui vont venir ? De nombreux projets. C'est une rentrée très très active. Après une entrée en matière, puisqu'on était élus, on était installés en début d'année. 6 premiers mois où il a fallu à la fois maîtriser les aspects budgétaires, une ardoise d'1,5 milliard d'euros, c'est pas rien, donc un plan d'économie important. La crise agricole, on y a répondu avec un plan d'urgence. La région avait perdu à peu près 4000 apprentis depuis quelques années. J'ai voulu absolument relancer l'apprentissage parce que je considère que l'apprentissage, c'est pas une voie de garage, c'est au contraire une chance pour ceux et celles qui peuvent en bénéficier, et la ruralité qui avait été complètement oubliée. François Mitterrand avait dit un jour le socialisme c'est la ville. Eh bien cette prescription avait été appliquée et on l'a vu au régional. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas une région à deux vitesses. Donc on rentre aujourd'hui avec 6 prochains mois qui vont être très très actifs, où ce qui va nous occuper c'est notre nouvelle stratégie économique. Comment faire en sorte que nos PME dans la mondialisation puissent développer de l'emploi, et ça sera extrêmement important avec des aides qui leur permettront à la fois d'innover et en même temps de conquérir des nouveaux marchés sur les autres pays étrangers. La transition énergétique, comment faire en sorte qu'on s'adapte parce qu'il y a une mutation. Et il faut en tenir compte, il faut vivre dans un monde qui est celui-ci, et avec une planète qu'on doit transmettre à nos enfants, et c'est important. Et puis, en même temps, des contrats de territoire. Comment est-ce que la région quelle relation va-t-elle construire avec les nouvelles intercommunalités, avec les communautés d'agglomération. Donc, vous voyez, beaucoup de choses. Ça fait un joli programme. Je crois, pardonnez-moi, qu'on va revenir un petit peu sur l'aspect économique dans vos projets. Je crois que vous êtes assez attaché à ce qu'on appelle la formation en général. Oui, parce que quand on parle économie, on oublie les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, c'est le capital vraiment de l'entreprise. Il faut savoir qu'en France, on a des soucis de formation, pas seulement dans l'école, mais en même temps formation professionnelle. En gros, ceux qui en ont le moins besoin, ce sont eux qui en bénéficient le plus, et ceux qui en auraient le plus besoin, ce sont eux qui en bénéficient le moins. Donc l'idée, moi j'en ai marre de rencontrer des entreprises qui n'arrivent pas à recruter les compétences dont elles ont besoin. Où on peut se taper la tête contre le mur, c'est parce que d'un côté les chefs d'entreprise ne parviennent pas à recruter ce qu'ils voudraient recruter, de l'autre côté on a des chômeurs. Donc la formation pour moi elle est importante, mais pas des voies de garage. Pas ce que voudrait faire aujourd'hui François Hollande en faisant par une mesure de prestidigitation passer de la catégorie A à la catégorie D des chômeurs pour qu'ils disparaissent des chiffres du chômage. Il faut vraiment des stages, des formations qui puissent déboucher sur de l'emploi. Donc on s'est lancé dans un vaste plan où le chef d'entreprise recrute un profil, on lui dit nous on va former ensuite, mais comme ça on est sûr qu'ensuite ça va déboucher sur des emplois pérennes. Voilà pour l'avenir. Donc, alors, on va parler un petit peu du passé, parce que vous savez bien qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, comme dirait l'autre. Et ces quelques mois à la tête de la région, donc l'anniversaire, ça va faire 1 an bientôt, dans 3 mois. Qu'est-ce que déjà il y a eu de fait ? Alors, beaucoup de choses. D'abord, il a fallu maîtriser le budget. Je crois qu'on a changé de siècle, si j'ose dire. Il y a quelques années, j'appelais ça, moi, la décentralisation heureuse. Les élus pensaient qu'on pouvait toujours plus taxer, imposer les concitoyens et qu'on pouvait dépenser. La devise, c'était « je dépense, donc je suis ». Un élu qui ne dépensait pas pour faire plaisir à ses clientèles
elle n'était pas digne de ce nom. Donc je crois que là, on a changé de monde, on a changé d'univers, et on a des dizaines de millions d'euros. On va avoir un objectif de 100 millions d'euros d'économie sur le fonctionnement à faire, et ça c'est fondamental. Faire en sorte qu'on puisse avoir une administration qui soit au service de la région. Bien. Ce qu'on a fait tout de suite en arrivant, j'ai répondu moi aux 3 engagements que j'avais pris. Un engagement sur l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'on est une des grandes régions agricoles. Et si on a des Fleury-Michon, des Sodebo, si on a des groupes LDC, si on a des emplois, des dizaines de milliers d'emplois dans l'industrie agroalimentaire, c'est parce qu'on a une agriculture dynamique. Or, aujourd'hui, l'agriculture vit une crise qui est absolument inédite par sa profondeur, par sa durée, par son ampleur, par son impact. Il n'est pas question de voir disparaître cette économie qui est locale, avec des emplois locaux. Et donc, on a mis au point, avec les agriculteurs, un plan de sauvetage pour faire en sorte que nos agriculteurs puissent tenir. C'était un plan d'urgence. On va y revenir, puisque après l'urgence, il faut voir le long terme, et on réunira en décembre avec nos agriculteurs, mais en même temps l'agroalimentaire, une conférence régionale qui nous permettra de refonder le socle d'une politique agricole régionale. Deuxième engagement que j'avais pris, c'est l'apprentissage. L'apprentissage a été complètement cassé. La preuve, c'est qu'en cette année, on avait perdu 4000 apprentis. La gauche n'aime pas l'apprentissage parce que la gauche a toujours considéré que ça n'était que l'éducation nationale qui était capable de former les enfants. Bien sûr, sauf que on voit bien qu'en Allemagne, vous avez 3 fois plus d'enfants qui sont dans les cycles d'apprentissage et 3 fois moins de jeunes qui sont au chômage. Donc, je pourrais citer les chiffres de la Suisse, je pourrais citer les chiffres de l'Autriche. Donc, j'ai voulu relancer par une trentaine de mesures, avec des ambassadeurs de l'apprentissage, avec un certain nombre de dispositifs, avec des aides aussi pour les petites entreprises, parce que ça coûte du temps de former des apprentis. Bien sûr, je pense qu'il faut qu'on valorise les maîtres d'apprentissage. Moi, je pense que là aussi, la transmission humaine s'est fait souvent entre les plus anciens et les plus jeunes, et ça, on l'a oublié. Donc, c'est un plan qui est extrêmement important pour faire en sorte qu'on tire nos jeunes de ce marasme, de ce cancer qu'est le chômage, et puis les territoires, la ruralité. On a bien vu, il y a une France à 2 vitesses. Il y a ce qu'on appelle une fracture territoriale, c'est-à-dire une partie de la France qui se sent complètement oubliée, qui se sent finalement laissée pour compte de la mondialisation, qui se sent abandonnée. Et il y a une idéologie française, de droite et de gauche, qui considère grosso modo qu'il y a les grandes villes, il y a la métropolisation, et la campagne. Voilà. Et le reste, la campagne, c'est forcément la France moisie, comme aurait dit quelqu'un. Bon. Donc, moi, je veux qu'il y ait une seule région, et je veux aider les territoires, précisément, qui sont des territoires en souffrance. Donc, on a un plan aussi de la ruralité, mais qu'on va compléter. On va, dans quelques mois, par exemple, présenter des mesures qui sont importantes pour l'accès aux soins. Par exemple, il y a des quartiers aussi, d'ailleurs, qui sont concernés, mais des territoires qui n'auront plus de médecins et qui n'en ont déjà plus. Donc, c'est un vrai problème. Alors, un dossier, Bruno Retailleau, qui est tout de même important et d'actualité, on est un peu obligé d'en reparler quand même. Quid de cet aéroport, de cette Arlésienne, va-t-il se faire, ne va-t-il pas se faire, où en sommes-nous ? Et je pense que c'est un dossier qui intéresse la région au plus haut point. Évidemment. En réalité, ce dossier, il est interrégional, il intéresse 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire. Et je dois dire que même si on n'est pas du même bord, on est sur la même ligne entre Jean-Yves Le Drian, président de la Bretagne, et moi-même. Ce qu'il faut simplement rappeler... Votre prédécesseur, était également partisan... C'est pas droit de gauche, exactement. Hein, je parle de Jacques Auxiel, qui était également partisan de l'aéroport de Notre-Dame. Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut ramener les choses telles qu'elles doivent être pensées. On est au bout de l'Europe. Il y a une compétition, une concurrence qui est terrible entre les régions, pas seulement les régions françaises, mais les régions aussi européennes et du monde. Et si nous, qui sommes en bout de l'Europe, on ne dispose pas d'une plateforme aéroportuaire, pas pour la dizaine d'années qui vient, mais pour le demi-siècle à venir, dimensionnée à cette hauteur-là, on sera déclassé. Ça veut dire que la dynamique s'inversera, il y aura moins d'emplois. Et c'est ce qui se joue avec Notre-Dame-des-Landes, tout simplement parce que ce que personne n'a finalement dit, c'est qu'on est incapable d'agrandir
Nantes-Atlantique pour les 30 prochaines années. On peut l'agrandir pour les 5 prochaines années ou 10 prochaines années. Mais le propre d'un élu, c'est d'anticiper, de voir avant les choses. Bien. Donc, et si on ne peut pas agrandir notamment Nantes-Atlantique aujourd'hui, c'est pour des contraintes environnementales, le lac de Grandlieu, c'est en même temps pour du bruit, puisque aujourd'hui il y a 40 000 Nantais qui sont impactés par le bruit, et demain il y en aurait 60, puis 80 000. Ce ne serait pas jouable. Bien. Il y a eu un référendum. Moi je considère, je vais vous dire, que le président de la République aurait pu trancher. Il n'y avait pas besoin de référendum, puisque on avait gagné 150 et plus décisions de justice. Oui. Bon. Il a voulu se couvrir. Un référendum, pardonnez-moi. Non, une consultation. Vous avez totalement. Hein, il avait parlé c'est pas de référendum. Pas quelque chose de. Vous avez raison de voilà. préciser. Il s'agit d'une consultation publique. Voilà. Complètement. Puisque le référendum a une portée juridique. Donc voilà. Là, c'était une portée indicative et indicative. Bien. En revanche, cette consultation populaire, elle ne souffre pas de contestation. On a pu être pour, on a pu être contre, peu importe. Aujourd'hui, il y a eu 55% vote oui, mais surtout, la grosse surprise, qui m'a d'ailleurs surpris aussi, moi je pensais, fin du mois de juin, que très peu de gens allaient se déplacer finalement, qu'il y aurait une énorme abstention. Or, il y a eu une forte participation, plus de 51%. Donc ça, c'est un vrai succès, donc le gouvernement doit en tenir compte. Le président de la République a fait des déclarations, le Premier ministre aussi. J'ai rencontré Manuel Valls, je pense que de la part du Premier ministre, il y a une volonté de bouger. En clair, il va falloir évacuer la ZAD. Les zadistes ne sont pas au-dessus des lois. Les zadistes ne sont pas au-dessus des consultations populaires. J'attends du gouvernement désormais qu'il respecte ces milliers d'habitants de la Loire-Atlantique qui ont finalement répondu à la sollicitation du président de la République. Ils se sont déplacés, ils ont voté. Maintenant, Vox Populi, Vox Dei. Et oui, il faudrait appliquer, selon vous, ce qui a été décidé. Exactement. Voilà. On va parler un petit peu politique, Bruno Retailleau, puisqu'il faut bien en parler aussi. Et se profilent à l'horizon les primaires de part et d'autre. Elles vont plus que se profiler. Elles vont se profiler. Alors d'abord, il y a des gens, je pose la question parce que moi ça m'est arrivé qu'on me la pose aussi, et comme je suis un naïf de nature, je n'ai pas su répondre. Parce que les primaires, mais est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est pourquoi des primaires? C'est pour singer les Américains ou c'est pour faire comme, je ne sais pas. C'est tendance Alors, oui, c'est tendance. Il y a eu beaucoup de réticence parce qu'en réalité, les primaires sont aux États-Unis quelque chose de naturel. Oui, tandis que dans notre système, c'est pas du tout naturel. Oui. Exactement. Et il a fallu acclimater les primaires. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin de primaires? On est tout simplement rentré dans un nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde politique français? C'est un monde qui n'est pas divisé droite-gauche, c'est un monde tripartite, où vous avez la droite et le centre, grosso modo la gauche, et le Front National. Et dans un système électoral de scrutin majoritaire, quand vous êtes à 3, il y en a un qui est éliminé. Bon. Et si on ne fait pas de primaire, la primaire, ça sera le premier tour de la présidentielle. En clair, je pense qu'on va avoir 6 ou 7 candidats à la primaire. Il y en a moins que prévu. Oui, parce que je pense on ne sera le 9 septembre prochain, oui. Puisque en fonction du parrainage, vous savez, 20 parlementaires, 250 élus locaux, 2500 militants, adhérents, on saura qui a réuni les conditions pour être vraiment candidat. Donc je pense, moi je tape sur une grosse demi-douzaine. Bien. Imaginez qu'il n'y ait pas de primaire. Ça veut dire que ces gens-là, ils se présentent au premier tour de la présidentielle, ce qui fait que la droite est éliminée. Et ça serait un ticket pour le deuxième tour pour François Hollande. Bon, et on se retrouverait avec un deuxième tour, Marine Le Pen, François Hollande. Donc les primaires, si vous voulez, c'est pas parfait, mais c'est simplement un remède contre la division. Alors, dans un premier temps, ça fait un peu mal, parce que ça exacerbe la division, la compétition. Mais dans un deuxième temps... Est-ce que vous ne croyez pas que ça exacerbe aussi les électeurs? Non, moi je crois que, alors moi depuis le départ, oui. J'ai toujours dit, et beaucoup en sont témoins, que les primaires seraient un succès quand les Français sauront qu'on n'est pas obligé d'avoir une carte à un parti. Parce qu'aujourd'hui, vous avez raison, les gens ne savent pas si c'est une loi, ils demandent d'où ça vient, mais il faut savoir que pourront voter aux primaires celles et ceux qui signeront une charte où ils se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre. Pas des valeurs du parti Les Républicains, mais de la droite et du centre. Donc ce sera très très large.
Donc à partir de là, vous allez pouvoir voter, vous aurez donner 2 euros pour l'organisation. Oui. Mais quand les gens vont comprendre La quête. qu'ils vont pouvoir, la quête républicaine et laïque, quand les gens vont comprendre qu'ils vont pouvoir voter, ils vont comprendre qu'ils vont pouvoir finalement, sans doute, désigner le prochain président de la République. Parce que si les primaires fonctionnent bien, si on est suffisamment unis pour soutenir et se mettre tous derrière le candidat qui en ressortira gagnant le soir du 2e tour, le 27 novembre prochain, il aura toutes les chances de gagner les présidentielles. Et je pense que beaucoup de Français, beaucoup de Françaises voudront participer à ce match, même si ça n'est pas un jeu de sport. C'est quelque chose qui sera grave dans la mesure où je pense qu'en 2017, ce sera un rendez-vous historique que la France aura avec elle-même. Où on choisit la voie du déclin, ou on choisit la voie du redressement. Vous avez un candidat? J'ai un candidat, j'en ai pas changé, c'est François Fillon. C'est un homme de l'Ouest, je l'ai connu comme président de région, j'ai fait mes premiers pas d'ailleurs à la région à ses côtés. Je considère qu'il a le meilleur projet. Je considère qu'il a en même temps l'équation personnelle pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors évidemment, il n'est pas dans le showbiz, évidemment, il n'est pas dans la télé-réalité, mais je considère qu'il est celui qui peut justement opérer ce redressement national que j'appelle de mes voeux. Vous serez à la Baule, j'imagine, bientôt. Dans quelques jours. Oui, on organise. Où tout le monde sera là, d'ailleurs. Nicolas Sarkozy aussi, après. Tout le monde sera là. François Fillon, Bruno Le Maire, Nadine Morano, Hervé Mariton, Philippe Lefebvre, etc. Ils sont tous là, pratiquement. Donc ce sera la vraie rentrée. On a failli l'oublier. Cette université d'été, il y aura des tables rondes en même temps sur la sécurité. On aura un ancien patron du GIGN. Nous aurons aussi Nicolas Bavrez sur l'aspect économique. Nous aurons Bellamy, François-Xavier Bellamy sur l'éducation, l'école, etc. Donc on aura des moments de concentration, de réflexion, et puis des moments où on accueillera les participants à la primaire. Il manquera juste le président Clémenceau, ce qui est bien dommage, non? N'est-ce pas? Vous qui êtes vendéen. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Mais tout le monde s'en réclame, puisque... Oui, même monsieur Macron... Emmanuel Macron est venu sur sa tombe. Voilà. Oui. Emmanuel Valls, d'ailleurs, arbore dans le fumoir, tout près de son bureau, un croquis de Clémenceau que je lui ai offert lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il était venu un 24 novembre déposer, en 2013, je crois, à Mouchamp. Sur la tombe du président Clémenceau. Absolument. Nous sommes encore un petit peu en période de récréation. Bruno Retailleau, une question un peu plus personnelle, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien sympathique. Je sais que vous aimez les littérateurs, les écrivains de France et d'ailleurs, et de tous les pays. Alors, si je vous demandais, je ne sais pas moi, 2 livres, 2 bouquins, ou 2 ou 3 auteurs, vous avez le choix entre Saint-Augustin et Bakounine. Vous me répondriez quoi? Saint-Augustin. Saint-Augustin, entre les deux. Mais c'est pas. J'ai dit entre les deux, il y en a plein d'autres. Ah, entre les deux? Oui, voilà. Non, Saint-Augustin, commencement, Bakounine, l'arrivée, quoi. Ouais, écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai relu Stefan Zweig, Le Monde d'hier, qui je trouve que tous les jeunes Français devraient lire pour voir dans quel état l'Europe était à la fin du XIXe siècle et comment l'Europe a pu s'entre-déchirer au XXe siècle. J'ai lu Marcel Gauchet, Le Malheur français, j'ai lu aussi Pierre Manant, j'ai lu beaucoup d'autres livres cet été. C'est pour moi un plaisir. C'est pas seulement un plaisir, la lecture, c'est un besoin fondamental parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup trop d'hommes politiques sont dans l'action et on a des agendas, on a une activité qui est débordante, on vit toujours dans l'instant et on oublie la réflexion. Je pense qu'il faut que la réflexion nourrisse l'action et je pense que ma famille politique a oublié le rôle qu'ont les idées, a oublié le rôle finalement culturel au sens général du terme et je pense qu'il faut revenir justement au livre, il faut revenir à la réflexion. Il faut revenir aux idées, parce que c'est les idées qui commandent le monde, comme disait Renan. Voilà, je m'attendais à une citation de votre part. Je suis comblé. Merci, Monsieur le Président de la région. Merci, Bruno Retailleau. Et puis nous nous retrouvons, chers amis, le mois prochain pour un autre invité. Merci à vous. Merci à vous.